L'histoire de Rome, seconde partie. Le roi à Rome et sa signification. Les historiens pensent qu'il désignait celui qui détermine ce qui est droit, et était le titre d'un chef garant de l'ordre moral et social, avec peut-être des fonctions à caractère religieux, comme la délimitation des espaces sacrés ou des frontières. L'accession à la royauté. Le royaume romain n'est pas héréditaire, ni transmis par l'adoption. Les rois, à l'exclusion de Romulus, fondateur de la ville, étaient choisis à vie. Selon la tradition, aucun roi n'eut à faire usage des armes pour prendre le pouvoir, ce qui fait dire aux historiens romains que les rois anciens étaient choisis en fonction de leurs vertus et non pas de leurs origines. Rome était une proie facile par sa population composite et sa position géographique à la limite des pays latins et étrusques et exposée aux raids des montagnards sabins. D'après Cicéron et Tite Live, une assemblée du peuple formée de sénesses, les hommes mûrs, et des patres familiam aurait élu le successeur du roi défunt, choix ensuite ratifié par le Sénat. En réalité, l'accession au trône des rois de Rome émanerait plutôt du Sénat, un conseil aristocratique composé des grandes familles patriciennes. Les patres, réunis en Sénat, nomment un rex, provisoirement doté du pouvoir durant l'interrègne. Les patres sélectionnaient 10 d'entre eux pour trouver un candidat apte qui pouvait être un étranger. Le roi est ensuite investi par les comices curiates, mais n'est définitivement nommé qu'après que les augures confirment que la décision est favorable. Le roi disposait de l'imperium, pouvoir principalement militaire qui lui était conféré lors de son investiture par 2 actes à caractère religieux. La prise des auspices, qui assurait de la volonté favorable des dieux, puis l'imposition sur la tête de la main droite de l'augure, qui est un prêtre, et qui lui communiquait les forces surnaturelles. Il semble que l'imperium dont le roi est investi soit ensuite confirmé par l'assemblée des comices curiales représentant le peuple romain, par l'expression d'une loi dite lex curiate de imperio. Le rôle judiciaire du roi est objet de débat. Certains pensent qu'il laissait au pater familias l'exercice des droits sur ceux qui dépendaient de lui, mais d'autres estiment que son pouvoir religieux était inséparable d'un pouvoir judiciaire qui en faisait l'arbitre nécessaire des rivalités entre les gentes ou entre les familles de la cité. Les indices d'intervention du roi dans la sphère privée sont ténus. La loi par laquelle Numa Pompilius interdisait au père de vendre son fils comme esclave est incertaine. Dans la légende des Horaces et des Curias, Tullus Hostilius évoque devant son tribunal le cas d'Horace meurtrier de sa sœur. Sous l'adjudication et l'accusation d'une perduello, haute trahison, alors que l'affaire est de la compétence du pater familias. La création des quaestors parricidi, chargés d'instruire les affaires des parricidium, crimes de nature inconnue, assimilés ultérieurement au parricide, paraît remonter à l'époque royale. Le châtiment de ces crimes présente un aspect d'expiation magique qui témoigne du lien entre la justice royale et le sacré. Cousu dans un sac et jeté dans le Tibre pour punir le parricidium, pendu à un arbre voué aux divinités intervalles pour le perduelio. Pour d'autres châtiments, le coupable est déclaré maudit, sacer, ce qui autorise quiconque à le tuer. Les licteurs des rois étrusques, porteurs de verges et de haches, désacralisent les exécutions et confirment le rôle judiciaire du roi. Le Sénat de 100 membres est, selon la tradition, créé par Romulus. Tarquin l'Ancien
aurait ajouté 100 membres au Sénat, et l'extension du territoire de Rome s'accompagna de l'ajout de nouveaux sénateurs, pour atteindre 300 à la fin de la royauté. Le Sénat rassemblait les chefs des familles les plus influentes. Ses prérogatives précises sont indéterminées. Son rôle est fondamental lors des interrègnes, car il récupère la faculté d'établir les auspices, selon une formule qui perdure sous la République. Selon ce qu'indique Cicéron, le Sénat n'est qu'un conseil consultatif. Les auteurs anciens sont d'accord sur l'origine étrusque des insignes du roi et du pouvoir royal, mais divergent sur l'origine de leur introduction à Rome. Strabon et Denise d'Halicarnasse l'attribuent à Tarquin l'Ancien. Les insignes royaux matérialisaient l'impérium. Le roi est précédé de 12 licteurs porteurs des faisceaux de verge avec une hache, symbolisant le pouvoir de justice et de coercition. Le roi s'assoit sur un siège d'ivoire, le siège curule, porte le sceptre orné d'un aigle et la couronne d'or. Il porte la toge de pourpre, toga picta, quoique, pour Tite-Live, le roi n'aurait porté que la toge prétexte. Forgia praetexta, certains de ces insignes, assimilant le roi à Jupiter, le roi des dieux, et confèrent à la royauté une signification religieuse. À bientôt pour un prochain épisode de l'histoire de Rome.